Salut toi. Rassure-toi, je vais pas parler à l'envers pendant toute la vidéo parce que ça va être légèrement compliqué sinon. Comme tu es très perspicace, tu as remarqué qu'on a changé d'objectif, un petit peu de décor et un peu d'échelle de plan. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut dire que parfois j'ai pas la foi de passer 2 semaines de montage sur un épisode de Cinéphile Facile et que pour ça, internet a trouvé le remède miracle. Les nouveaux concepts. Je te présente donc un nouveau format d'émission sur la chaîne qui s'appellera Focus. Et de quoi qu'est-ce que ça va parler Focus? Bah tout simplement, comme le dit le nom, on va focuser, même si ça veut rien dire en français, sur un réalisateur, un thème de sa filmographie et 2 films qu'on prendra comme exemple. Est-ce que t'es prêt? C'est parti. David Lynch est né le 20 janvier 1946 dans le Montana aux États-Unis, mais on s'en bat les couilles parce que Lynch, en plus d'avoir une coupe de cheveux qui pète la classe, est l'un des réalisateurs les plus prodigieux du 21e siècle. Non mais parce que, sans déconner, mate-moi ce BG. Et surtout, Lynch c'est le papa de Twin Peaks. Et si tu me suis sur Twitter, tu sauras que je suis légèrement monomaniaque en ce qui concerne cette série. Le mot est faible. Sortie en 1991, Twin Peaks est une série totalement novatrice née du travail à 4 mains de David Lynch et Mark Frost et a totalement bouleversé le paysage télévisuel américain. C'est cette série qui est au fondement de tas de nouvelles séries télé, toujours copiées mais jamais égalées. Désolé pas désolé. Et pourtant, on part sur un pitch qui fait pas tant rêver que ça, et qui est même tout ce qu'il y a de plus banal. Un meurtre a eu lieu dans la petite ville de Twin Peaks, et un agent du FBI est appelé pour mener l'enquête. Point. Mais cette série a fait fantasmer plus d'un sériephile, et son ambiance anxiogène et fascinante obsède encore le public aujourd'hui. J'en arrive donc à ce que je voulais dire dès le départ. La série s'est terminée sur le cliffhanger le plus putassier de l'univers. Sauf que, par miracle, elle revient ce soir. 25 ans après. Ce qui était plus ou moins insinué dans le dernier épisode. C'est un truc de malade. C'est donc pour ça qu'on va parler de Lynch aujourd'hui, parce qu'en plus d'être un réalisateur de légende, ma hype est beaucoup trop palpable. Lynch, tu en as forcément entendu parler. C'est l'esprit torturé à l'origine de chefs-d'œuvre comme Lost Highway, Blue Velvet, Dune ou encore Mulholland Drive. Et lors de ton premier visionnage de l'un de ces films, t'as sans doute rien bité de ce que tu venais de voir. Et c'est totalement normal. Parce que Lynch travaille sur une base d'abstrait. Il travaille l'inconscient et met en scène l'angoisse et toute la noirceur que l'âme humaine possède. Il sublime les pulsions et s'applique à dévoiler ce que l'on préfère cacher. Pourtant, Lynch est un artiste qui n'a pas été biberonné à grande lampée de cinéma comme la plupart des réalisateurs que l'on adule aujourd'hui. C'est un homme qui vient du monde des arts plastiques, plus précisément de la peinture. Et chacun de ses plans ressemble à ça. Une peinture en mouvement sur un écran de cinéma ou de télévision. Un mélange entre abstraction et réalité qui a fait le succès de son style si particulier et visuel. On a donc affaire à un homme qui place l'inconscient et le principe du rêve éveillé au premier plan, ce qui est surtout vrai dans 2 œuvres qu'on va utiliser comme exemple. Premièrement, Twin Peaks, qui est une série mais je m'en bats les couilles poto, puis Mulholland Drive, film qui l'a mené à la consécration. Et comme je suis sympa, je te préviens dès le début, ça va spoiler à balle. Tu te demandes sans doute pourquoi qu'est-ce que le fuck je mélange 2 œuvres qui n'ont aucun rapport entre elles, mais elles sont plus étroitement liées qu'on ne pourrait le penser. Si, je t'assure. Parce que Mulholland Drive a été conçu pour être une série télé. Et oui, après le succès de Twin Peaks, le groupe ABC a commandé à Lynch une nouvelle série télé un peu dans le même genre. Il a donc réalisé un pilote qu'il a montré aux annonceurs, sauf que ils ont rien compris. Lynch, pas non plus trop con, a gardé la première moitié du pilote qu'il avait tourné et a re-shooté la deuxième. Il a collé les deux comme un gros bâtard et l'a vendu comme son nouveau long métrage révolutionnaire. Donc quand tu as vu le film, tu as vu la moitié du pilote d'une série qui aurait pu être oufissime. Lynch évolue dans un univers toujours onirique, toujours à la frontière entre le rêve et le cauchemar. Et dans ces 2 monstres audiovisuels dont on va parler aujourd'hui, ces thèmes sont largement développés. Tout d'abord dans Twin Peaks, puisque ce sont les rêves de l'agent Dale Cooper qui permettent de faire avancer l'intrigue. Cooper étant quelqu'un de fantasque, ses collègues peinent à le prendre au sérieux, surtout au début de la série. Parce qu'une pauvre ado vient de mourir et qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Mais c'est quelqu'un qui se fie à ses rêves, et je pense que c'est suffisamment important pour être souligné. Quel être censé suivrait totalement ses rêves en les prenant pour des annonces de la réalité? Et ces rêves sont souvent amenés à générer une véritable frustration chez le spectateur. Parlons donc de la fameuse scène de la Black Lodge. On assiste là à la quintessence du rêve chez David Lynch. On se retrouve dénué de tout repère, plongé dans un boudoir aux rideaux rouges et au sol déstructuré. Un nain en costume rouge parle à l'envers et Laura Palmer revient d'entre les morts pour murmurer à Cooper le nom de son meurtrier. Le tout bien évidemment souligné d'effets stroboscopiques chers à Lynch. La réalité n'a plus de raison d'être, elle fait stagner les personnages et c'est dans ce monde du rêve que Cooper trouve la solution de l'enquête. Sauf qu'à son réveil, Cooper a oublié le nom du tueur. La frustration survient non seulement parce qu'on n'entend pas le nom du meurtrier, mais aussi parce qu'il a oublié ce con. Ce sont à chaque fois les rêves et hallucinations de Cooper qui lui permettent de faire un pas après l'autre vers la résolution du meurtre, comme si c'était eux les véritables héros de la série. Et dans Mulholland Drive,
Drive, c'est le même principe. Au premier abord, le film raconte l'histoire d'une jeune première qui rêve de percer à Hollywood et qui croise la route d'une jeune femme victime d'un accident de voiture et qui a perdu la mémoire. Déjà, on part sur un synopsis bonne ambiance. Pendant 1h30, le film se déroule comme un banal thriller, mais lors d'une scène se déroulant dans le club Silencio, on nous coupe l'herbe sous le pied parce que c'était trop facile. Bah oui, c'est Lynch. Et on apprend que tout ce que l'on a vu auparavant prend alors un autre sens et on se rend compte que des tas d'indices liés au rêve avaient été distillés un peu partout au préalable. Par exemple, lorsque Betty, qui arrive toute fraîche et pimpante à Los Angeles, qualifie l'endroit de Dream Place et qu'elle est beaucoup trop joyeuse, putain on dirait que tu sors d'un dessin animé, calme-toi. Des tas de scènes ont ce côté irréel, notamment dans une nouvelle salle mystique où on retrouve le même personnage effrayant que dans Twin Peaks. Lynch a souvent été qualifié de plasticien du rêve, et ça ne saurait être plus exact. Chaque plan est un tableau, souvent déstructuré, qui transmet des émotions ultra violentes. Parce que dans Twin Peaks par exemple, si on enlève les quelques dialogues, il ne nous reste que l'image sublimée par les musiques magnifiques d'Angelo Badalamenti. Lynch compose par touche et manie la caméra comme personne pour nous manipuler comme il le souhaite. C'est un maître de l'image qui nous déroute autant qu'il nous fascine. Les films de Lynch se basent sur l'essence même des rêves, parce qu'en soi un rêve ça a pas de sens, c'est juste un mélange substantiel de ce dont regorge notre esprit. Il peut se passer tout et n'importe quoi dans un rêve. On peut ouvrir une porte qui mène sur notre chambre et la seconde d'après elle peut mener sur du vide. Grosso modo un rêve c'est toujours une surprise parce que c'est juste un collage d'éléments les uns avec les autres. Et quand on se réveille le lendemain et qu'on veut raconter nos rêves à quelqu'un, on se met souvent à enchaîner des trucs qui n'ont aucun rapport entre eux. Il y a d'ailleurs une citation du roman Lynch on Lynch de Chris Rodley qui résume parfaitement la chose. Les rêves éveillés sont de tous les plus importants, ceux qui se produisent quand je suis tranquillement installée dans mon fauteuil et que je laisse mon esprit vagabonder. Quand on dort, on ne contrôle pas ses rêves. J'aime plonger dans un monde de rêves que j'ai créé ou découvert, un monde que j'ai choisi. Ce à quoi s'intéresse Lynch dans son cinéma, c'est de mettre en scène des rêves. À quoi bon écrire des rêves et les mettre en scène alors que notre esprit a déjà fait le travail à notre place? Les films de David Lynch sont donc une projection de ce qui se passe dans notre esprit, quitte à creuser dans les recoins les plus sombres. On sait tous que quand on rêve, on est bercé par l'illusion du réel. Rien de ce qu'on voit n'a de sens, pourtant on est persuadé de la véracité de ce qui se passe devant nous. Et en fin de compte, est-ce que c'est pas la même chose pour le cinéma? Ce que l'on nous montre au cinéma n'existe pas, tout le monde le sait. Le cinéma n'est pas réel, on ne voit que des gens qui jouent à faire semblant d'être d'autres personnes. Pourtant, nous sommes pris dans la suspension consentie de l'incrédulité, cet accord tacite au fondement même du cinéma. Le fait que devant un film, on accepte la réalité de tout ce que l'on va voir. Le cinéma et le rêve ont donc toujours été intimement liés. Et personnellement, je sais pas vous, mais je donnerais cher pour que mes rêves soient réalisés par David Lynch. Dans le cinéma de Lynch, rien n'est jamais acquis d'avance, et tout est remis en question en permanence, ce qui nous fait perdre pied à l'instant même où on pensait avoir compris quelque chose. Lynch a réussi à réinventer le cinéma en l'utilisant comme une toile vierge sur laquelle il a su peindre touche par touche des nuances de rêve et de cauchemar. Il mélange comme personne le réel et le surréaliste, voire l'irréel, pour déformer notre vision de la réalité ou orienter notre regard sur ses aspects cachés. Bref, regarder du Lynch ça fait mal à la tête sur le moment, mais vous le remercierez plus tard. Abonne-toi. Everybody wants to know. Everybody stands in line. All of them want one thing. They need to get it. They keep saying